Kingston Falls. C'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, j'étais en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe et à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ici-tout.tv Extra. Nous sommes le mercredi 27 mai. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi. J'espère que vous allez bien. Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Aujourd'hui, il sera question en politique fédérale de la démission de Stephen Guilbeault. Il l'a confirmé à certains médias, notamment à mon collègue Étienne Leblanc, à qui il a d'ailleurs accordé une entrevue. C'est sur le site de Radio-Canada ce matin. Et c'est aujourd'hui officiellement qu'il doit prendre la parole à la Chambre des communes pour annoncer donc son départ de la vie politique. On comprend donc que c'était de plus en plus difficile pour lui, avec les différentes politiques adoptées par son gouvernement, de rester au sein de ce gouvernement libéral de Mark Carney. Donc, il en sera question tout au long de la journée. Je vais vous parler également des propos qu'il a tenus avec Étienne Leblanc lors de cette entrevue qu'il a accordée hier et donc qui est publiée ce matin. Sinon, Jean-Philippe Robillard va être avec nous un peu plus tard pour nous parler d'un dossier qu'il présente aujourd'hui. L'article est déjà en ligne sur notre site et ça touche Consigne Action. Vous savez, c'est l'organisme au Québec où on peut retourner les contenants consignés, qu'on pense à des contenants en carton, des contenants pas en carton mais en plastique, ou donc que l'on peut aller déposer pour être en mesure de récupérer la consigne. Eh bien, on apprend qu'il y a des municipalités qui bloquent l'implantation de ces centres Consigne Action que l'on a vu apparaître un peu partout au Québec au cours des derniers mois. Jean-Philippe va nous parler de ça dans les prochaines minutes. Avec moi en studio, Julie-Jasmine Boudreau aux actualités culturelles et Véronique Mirand à la météo. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, on va se parler, entre autres choses, Julie-Jasmine, vous et moi, tout à l'heure, d'intelligence artificielle oui. et de stars du rock décédés, oui. Et donc qui pourraient revivre, entre guillemets, grâce à l'intelligence artificielle. Un Ozzy numérique. Ah oui, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Bon, il nous a quittés il y a presque un an. Oui. Ça va faire un an cet été. Et ce qu'il y a de particulier dans ça, c'est que c'est en accord avec la famille, avec une entreprise spécialisée. Alors, c'est comme si vous alliez pouvoir ou avoir la chance de converser avec Ozzy, l'avatar, son avatar finalement. Alors... J'ai comme l'impression que ça va lancer toutes sortes de questions et tout un débat, cette histoire-là. Oui. On y revient un peu plus tard à l'émission. Absolument. À tantôt, Julie-Jasmine. Faisons le tour des prévisions de la météo. Oui. Hier, c'était une journée estivale dans bien des endroits. Il y a eu même des orages assez forts dans le coin de Québec. Québec, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Ouais. Oui, ça a éclaté. Les alertes sont apparues en fin de journée. Tout a été levé maintenant, mais beaucoup de tonnerre, des éclairs, des pluies fortes, de fortes rafales de vent aussi. Rafales de vent qui ont eu lieu également sur les secteurs plus au sud. Hein. On n'a pas eu de précipitations, mais mon palmier rendu comme ça dans son pot. Parce que vous avez un palmier, vous. Oui, j'avais planté un palmier. Alors voilà, on va redresser le Moi, tout c'était aujourd'hui. mon toupette qui était comme ça. Donc, des rafales à 70 km/h et plus. Ouais. Là. Donc, vraiment, ces vents forts, on a mis ça de côté. Les températures ont grimpé. Il a fait 27 hier à Montréal. Évidemment, c'était le passage d'un front qui a engendré ces orages assez forts un peu plus au nord. Donc, aujourd'hui, changement de direction des vents du nord-ouest, une vingtaine de kilomètres à l'heure. Donc, beaucoup moins venteux, mais vous allez sentir aussi la chaleur diminuer un peu en intensité. On ira avec 21, 24 degrés pour aujourd'hui. Et là, la tendance sera au fléchissement des températures. Près de 20 pour demain et vendredi. On sera tout près de 15-16 degrés samedi. Ça va remonter près de la barre des 20 degrés dimanche, mais vous comprenez qu'on va glisser en régime un petit peu plus frais. Et on est du côté du blocage atmosphérique qui permet encore cette grande chaleur dans l'ouest, mais qui va engendrer une certaine grisaille et une certaine fraîcheur pour les régions plus à l'est. Donc aujourd'hui, on voit quand même le soleil en alternance avec les nuages ce matin. Ça deviendra un petit peu plus nuageux cet après-midi, puis la probabilité d'averse, elle est de 30 % très tard en fin d'après-midi, même en soirée. Les températures cette nuit redescendront davantage parce que là, ce matin, 19 degrés au centre-ville, c'est quand même chaud. 11 à 13 la nuit prochaine, 8 vers Québec. Demain, jeudi, plutôt nuageux. Ce sera frais avec un vent du nord-ouest, une vingtaine de kilomètres à l'heure. Les températures 18-20 degrés sans pluie. 13 à Québec pour la journée de demain avec une probabilité d'averse de 40 %. Donc, plus gris demain.
Et ensuite, on attendra des précipitations vendredi après-midi là, jusqu'à samedi matin. Du côté de l'Abitibi, on est en régime plus nuageux aussi, avec quelques éclaircies. La probabilité d'averse, elle est de 40 %. Le maximum, c'est 16 pour aujourd'hui. 16 également vers le Saguenay, le lac Saint-Jean. Beaucoup de nuages encore dans tout l'est du Québec. Des conditions de précipitation, mais isolées. Là. Donc, régime d'averse, probabilité de l'ordre de 60 % au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 40 % vers le Bas-Saint-Laurent. On a quelques précipitations un peu plus structurées vers la Côte-Nord et la Gaspésie. Pas chaud. Côte-Nord, Gaspésie, 4-5 degrés, sans plus. Venteux aussi, secteur est. Donc, il y a vraiment une certaine fraîcheur là, qui va s'ancrer de ce côté-là. En territoire ontarien, on frôle la vingtaine de degrés au nord, 26-27 encore, Toronto, Windsor, pas mal de soleil de ce côté aujourd'hui. Et dans l'ouest, on poursuit dans la grande chaleur, autour de 29-30 degrés pour l'ensemble des secteurs. Les avis de chaleur sont en vigueur sur le sud de la Saskatchewan. Le maximum aujourd'hui, c'est 33 et ça ne décrochera pas de la barre des 30 degrés jusqu'à dimanche au moins, inclusivement. Donc, très chaud dans l'ouest, plus frais, un peu plus gris dans l'est du Québec. Merci Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier est absent ce matin, donc je vais vous présenter les plus récentes nouvelles du sport en commençant par le hockey, parce qu'on a appris hier, grâce à une victoire, que ce seront les Golden Knights de Las Vegas qui vont participer à la finale de la Coupe Stanley pour la 3e fois en 9 ans d'existence. Ils ont défait hier l'Avalanche du Colorado, qui était vue par plusieurs comme une équipe favorite pour l'emporter. Eh bien, l'Avalanche a été défait hier 2-1. Donc, balayage en 4 matchs dans l'Association de l'Ouest, et les Golden Knights seront donc de cette grande finale de la Coupe Stanley au hockey. Qui sera leur adversaire? Ça reste à voir. Il y a cette série qui est toujours en cours entre le Canadien de Montréal et les Hurricanes de la Caroline. D'ailleurs, il y a un match ce soir au Centre Bell. Donc, c'est 2-2, cette série. Dans l'Association de l'Est, les Hurricanes seront à Montréal. Si, évidemment, le tricolore perd, le Canadien, ferait face à l'élimination vendredi. Le match va se disputer en Caroline du Nord à Raleigh. Un mot de tennis maintenant pour vous parler de Roland Garros, parce que le Québécois Félix Auger-Aliassime l'a emporté hier. Tout un match, 4 heures, donc, pour défaire son adversaire. Il l'a emporté finalement 4-6, 6-4, 4-6, 6-1 et 7-6. Ça a été long, ça a été compliqué pour Félix Auger-Aliassime, mais donc, il a réussi à passer au second tour. Et chez les femmes, la Canadienne Victoria Mboko, elle l'a facilement emporté en 2 sets de 6-1 et 6-2 contre la Tchèque Nikola Bartunkova. Elle va affronter une Tchèque, d'ailleurs, au 2e tour, Katerina Siniakova. Alors voilà pour les plus récentes nouvelles du sport. Eh bien, bonne journée. Alors, à la une des différents quotidiens, je vous le disais, le départ de Stephen Guilbeault retient l'attention en une de la presse, en une du site de Radio-Canada également. Mon collègue Étienne Leblanc, je vous le disais au début de l'émission, qui a pu réaliser une entrevue avec Stephen Guilbeault. Et il dit, Monsieur Guilbeault, je n'ai eu que peu ou pas d'impact sur les décisions. C'est le constat qu'il fait après toutes ces années en politique, 7 ans en politique active. Il démissionne pour préserver l'intégrité de ses convictions. On lit que face au recul de Mark Carney, l'ancien militant a choisi de rompre avec la discipline partisane afin de déplacer son rapport de force, de poursuivre son engagement ailleurs. Donc, l'article d'Étienne Leblanc est à lire ce matin. Il revient un peu sur le parcours, évidemment, militant au départ de Stephen Guilbeault. Il a été élu en 2019, rappelle Étienne, après avoir répondu à l'appel de Justin Trudeau. Il disait donc qu'il ne s'attendait pas à gagner toutes les batailles. Il s'est fait reprocher, donc, en fait, probablement plus que n'importe quel ministre de l'Environnement, il s'est fait reprocher bien des choses, notamment des ententes avec les compagnies pétrolières. Il dit le regretter d'ailleurs, mais il dit que sur la question du climat, il a eu peu ou pas d'impact sur les décisions qui ont été prises et que en ce moment, on assiste à un recul qu'il qualifie de très, très important. Voilà pour cette entrevue. Donc, vous pourrez lire tout ça ce matin, mais effectivement, qu'il a traversé des périodes
période difficile, notamment après cette décision de Justin Trudeau de nationaliser le pipeline Trans Mountain avec des fonds publics. Départ de Justin, pas de Justin Trudeau, mais de Stephen Guilbeault aujourd'hui. Il en sera beaucoup question. Je vous le disais, ça fait la une de la presse également, qui nous parle aussi de démographie. Situation préoccupante pour la région de Montréal, très préoccupante en fait. À peine le quart des résidents fera fonctionner l'économie de la métropole dans 25 ans, selon une étude de la CMM, la communauté métropolitaine de Montréal. Ce qu'on apprend, et c'est une étude qui se base sur des données de Statistique Canada, c'est que la région métropolitaine de Montréal devra composer avec un ratio de dépendance de 75 % d'ici 2050. Qu'est-ce que c'est le ratio de dépendance? C'est un indicateur qui compare le nombre de personnes considérées inactives, à savoir les jeunes et les personnes âgées, au nombre de personnes en âge de travailler. Dans le Grand Montréal, donc, il y aura un ratio de dépendance de 75 %, ce qui signifie qu'à peine 25 % des gens seront actifs au sein de la société d'ici 25 ans. C'est beaucoup plus que dans les régions métropolitaines comme Toronto et Vancouver. Des données préoccupantes, donc les détails dans la presse de ce matin. En une du Devoir, on revient sur la victoire de Montréal et les joueuses qui ont signé le Grand Livre d'Or à l'Hôtel de Ville de Montréal à la suite de leur victoire donc dans cette finale de la LPHF. Et les filles, la victoire de Montréal, ont remporté, je vous le rappelle, la Coupe Walter. Il est aussi question des profs non qualifiés. Une mesure d'exception qui se répand, nous dit le Devoir, c'est le nombre d'enseignants engagés sans qualification qui a presque triplé au Québec en 5 ans. C'est inquiétant pour nos enfants en bout de ligne, disent des intervenants du milieu de l'éducation. Ce qu'on comprend, c'est qu'à l'échelle de la province, le nombre de tolérances d'engagement délivrées par Québec à la demande d'un centre de service scolaire ou d'une commission scolaire est passé d'un peu plus de 3 300 en 2020-2021 à plus de 8 900 en 2024-2025, selon des documents donc du ministère de l'Éducation. Une mesure exceptionnelle et temporaire, mais qui devient de plus en plus permanente, ou en tout cas à laquelle on a de plus en plus recours. C'est à lire dans le Devoir de ce matin. En une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, retrouvé mort dans l'escalier après s'être perdu à l'hôpital. On nous raconte l'histoire d'un patient de 59 ans qui a été retrouvé en arrêt cardiaque dans une cage d'escalier du Centre hospitalier universitaire de Montréal, quelques jours après une greffe du foie qui devait lui sauver la vie. Cet homme s'appelle Daniel Brosseau et il est décédé tragiquement au CHUM le 11 juin 2024. Il avait été opéré au foie. Et il a développé un délirium, donc une confusion, lui qui n'avait jamais connu de problème de santé mentale auparavant. Et il a quitté sa chambre à quelques reprises et a été retrouvé sans vie, donc dans la cage d'escalier. Le coroner qui a enquêté sur son décès a émis plusieurs recommandations pour améliorer la surveillance des patients atteints de délirium. Selon l'autopsie du coroner, le décès de l'homme n'est pas dû donc à son opération. Vous pourrez lire cette histoire en une du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et je termine avec le Globe and Mail qui nous présente les propos du sous-gouverneur externe de la Banque du Canada qui avertit que le marché du travail au pays subit des transformations structurelles, créant un environnement de faible embauche, mais aussi de faible licenciement, ce qui complique la tâche pour ce qui est de la politique monétaire du pays. Pour la Banque centrale, donc, c'est plus difficile de distinguer les changements cycliques à court terme des changements structurels à long terme. En temps normal, si le taux de chômage est élevé, dit le sous-gouverneur externe de la Banque du Canada, qui était devant un groupe de réflexion à Montréal. Donc, on peut être en mesure d'ajuster, ou si le chômage donc, est causé par des changements structurels ou cycliques, il y a une baisse des taux d'intérêt qui pourrait ne pas être la bonne solution, alors que quand le taux de chômage est élevé, ben, ça indique que la banque peut répondre à l'économie en abaissant les taux d'intérêt pour stimuler la demande. Les détails dans le Globe and Mail de ce matin. Jean-Philippe Robillard est maintenant en studio avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Oui, vous nous parlez de cette histoire Consigne-Action qui reproche à des municipalités au Québec de bloquer l'implantation de ces centres de récupération de contenants consignés. Plusieurs villes donc empêchent Consigne-Action d'ouvrir rapidement ces lieux et donc d'étendre son réseau. Oui, effectivement. Alors qu'il y a de plus en plus de machines, de gobeuses, vous l'avez sans doute remarqué, qui sont retirées des épiceries au Québec. Consigne-Action, qui gère maintenant donc la consigne au Québec, affirme qu'il y a des municipalités, Mathieu, qui lui mettent carrément des bâtons dans les roues pour implanter de nouveaux lieux de retour, pour développer son réseau de centres de retour. Et c'est le
cas, par exemple, selon le vice-président stratégie chez Consigne Action, Jean-François Lefort. C'est le cas à Delsun, c'est le cas à Mercier également, de même qu'à Rimouski et dans l'arrondissement Plateau de Mont-Royal à Montréal. On l'écoute. On a une collaboration des municipalités, c'est juste que parfois, quand ça l'accroche, ça l'accroche. Pour la ville de Delsun et de Mercier, ce sont des choix de ralentir le déploiement. Et dans d'autres municipalités, on fait face à des délais administratifs. Mais ce qui est, je pense, troublant pour moi, c'est les citoyens en bout de ligne. Et donc, des municipalités qui voient pas de centre qui s'ouvre dans les municipalités parce qu'elles bloquent donc l'implantation de ces lieux. Comment elle justifie ça dans le fond? Ça dépend à qui on parle. À qui l'on parle. Où ça accroche le plus, Mathieu, là, c'est vraiment à Mercier et à Delsun en Montérégie. Ces deux villes là, qui refusent catégoriquement d'avoir des nouveaux lieux de retour sur leur territoire. Et ce que déplorent les villes, dans le fond, c'est de ne pas avoir été consultées en amont, de se faire imposer carrément des décisions. La ville de Delsun, là, Mathieu, refuse depuis des mois que Consigne Action ouvre un lieu de retour adjacent à un immeuble d'habitation parce qu'elle craint pour la quiétude du voisinage, des habitants. Et le maire Christian Ouellet me disait qu'il n'a pas l'intention de reculer, même si Consigne Action a déjà signé un bail de plusieurs années. On l'écoute. Ils se sont mis la corde au cou eux-mêmes avant même qu'on ait eu des discussions avec eux. Le conseil de ville ne fera pas de modification de règlement pour le mettre à cet endroit-là. Ça, c'est clair. Et on ne démordra pas de cette position-là. Delsun veut avoir un consigne action chez eux, mais il va falloir qu'ils le mettent à un endroit que ça ne créera pas de désagrément. Alors, c'est assez clair. Même situation à Ville-de-Mercier, toujours en Montérégie, où la mairesse Lise Michaud refuse, elle, depuis des semaines, Mathieu, que Consigne Action ouvre un centre dans sa municipalité parce qu'elle veut que l'organisme implante un site plus grand, plus gros que ce qui est prévu à l'heure actuelle. On l'écoute. Si Consigne Action maintient qu'il veut avoir un Consigne Action régulier, c'est clair qu'il y a une impasse. Il y a quelque chose qui est un peu vicié, je vous dirais, là, dans la façon de fonctionner de Consigne Action actuellement. Mais je vous dirais, ça serait bien qu'ils prennent la voie logique de rencontrer les municipalités avant. Bon, vous nous avez aussi parlé de Rimouski, de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal à Montréal. Dans ce cas-là, c'est la lourdeur administrative qui complique les choses. Oui, alors que c'est possible en vertu du règlement, le gouvernement le prévoit d'accélérer le processus d'approbation, mais à Rimouski, selon Consigne Action, l'implantation du lieu de retour c'est même compromis en raison justement des lenteurs administratives parce que la Ville a choisi, Mathieu, de procéder par modification réglementaire pour autoriser le projet, ce qui implique une consultation de la population et ça ne sera pas fait avant plusieurs mois. Bien, l'organisme craint de perdre son local, comme c'était le cas sur le plateau de Mont-Royal. Ça a tellement été long, Mathieu, l'approbation, que le propriétaire du local a finalement décidé de louer à quelqu'un d'autre. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, Consigne Action cherche un autre local. Oui, des centres qui sont de plus en plus importants parce que vous l'avez dit, dans les commerces, on perd justement des machines où on peut aller retourner nos contenants qui sont justement consignés. Merci Jean-Philippe. Merci, bonne journée. Jasmine Boudreau est de retour en studio avec nous. Ouais, c'est pas tout à fait surprenant, la prochaine nouvelle, le cambriolage du Louvre, qui va faire l'objet d'un film et d'un documentaire. Et le scénario est écrit tout seul. Exactement. Je veux dire, ce serait fou de s'en passer. Ce serait une aberration quasiment. Alors, parce qu'aujourd'hui sort en France un livre enquête. C'est le travail de 3 journalistes. Ça s'appelle Main basse sur le Louvre. On en apprend sur le profil des voleurs, les dernières traces des bijoux. On dit que tout est révélé, Mathieu, dans ce livre-là. Et donc, les droits du livre ont été cédés. On parle à une société de production pour un long métrage. Donc, ce sera un film qui sera réalisé par le Français Romain Gavras. Et il y a très peu de détails pour l'instant. Donc, ni le titre, ni la date de sortie, ni les acteurs. Donc, on comprend que ce sera une fiction inspirée des faits réels. Et aussi, les droits ont été cédés pour une série documentaire. Et on parle d'un producteur donc anglais. Là, ce sera à voir aussi. On n'a pas énormément de détails. Le livre va sortir ici dans 3 semaines. Et surtout, on explique comment, en fait, cet événement a pris une tournure
politique. Et il qualifie en fait les 3 journalistes, les voleurs, de bandits du dimanche. Alors, c'est dire que vous et moi, avec un Dremel, on serait peut-être arrivés. Je vous dis ça comme ça. Alors ça va vraiment susciter beaucoup, beaucoup de réactions, bien sûr. Puis après ça, on va pouvoir consulter ses œuvres. Ozzy Osbourne, on en parlait au début de l'émission. On va voir un avatar créé avec l'IA, un avatar donc de sa propre personne. Évidemment que ça suscite de fortes réactions. Oui, mais surtout le fait que la famille soit derrière le projet. On parle évidemment d'un avatar donc qui va reproduire sa voix, son apparence, son mouvement. Il pourra parler aux visiteurs, par contre, des endroits où il sera et répondre même à leurs questions. Et ça, c'est bien particulier parce que ça va être sur des écrans interactifs au Royaume-Uni et aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Donc, c'est c'est imminent, en quelque sorte. Et le but, ce qu'on dit, c'est que c'est pour préserver l'image et l'héritage de la vedette, puis permettre aux fans d'interagir. Et c'est son fils, Jack Osbourne, qui est là-dedans, qui a dit que c'était d'une précision presque effrayante et que les réponses étaient aussi fidèles à sa personnalité. Alors, mais le lever de bouclier, parce que qu'est-ce que disent les admirateurs selon vous? C'est intrusif, irrespectueux, que tout le monde a droit à son dernier repos, puis qu'on y va aussi une exploitation, une occasion en ça d'exploitation commerciale. Et là, il a fallu que le fils Jack Osbourne en rajoute en disant, écoutez, ça va être fait avec bon goût et on est loin de l'opportunisme. Ah bon, OK. Alors, on verra ça alors qu'on entendait Crazy Train, justement, en sourdine. Parlez-moi de l'artiste québécoise Caroline Monet qui figure parmi les 6 finalistes du prestigieux prix Sauvé pour les arts. Ah oui, c'est ça, exactement. Elle est d'origine Anishinaabe et aussi bretonne et native de l'Outaouais, est installée à Montréal. Son travail est remarquable. Mathieu, elle touche à tout. Là, on parle de vidéos, de sculpture, installation. Elle collabore avec Élie Sapie également. Alors, voilà, elle est dans les finalistes. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir son travail, là, elle expose actuellement au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Et il y a aussi parmi ces gens Samuel Roy-Bois, qui est finaliste pour la Colombie-Britannique et il est originaire de Québec. Et donc, c'est un prix en art contemporain qu'on remet aux moins de 40 ans. Et c'est par le Musée des beaux-arts du Canada. Il y a une jolie bourse de 100 000 $ qui accompagne tout ça. Une exposition aussi au Musée d'Ottawa. On connaîtra le ou la lauréate le 14 novembre prochain. Et parlons de la formation Roxette qui sera en visite au pays à l'automne avec une nouvelle voix. Oui, absolument, parce que la chanteuse Marie Fredrickson est décédée il y a 6 ans. Alors là, c'est le cofondateur qui part sur la route, le cofondateur du groupe, mais il sera accompagné d'une chanteuse qui était révélée par l'Eurovision en 2004. Alors ça, c'est une version a cappella sur une radio luxembourgeoise, mais ce qu'on sait, en fait, c'est pour le 40e anniversaire du tout premier album. Et d'ailleurs, ils seront à Montréal en septembre et à Toronto aussi. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Salut. Bonne journée. C'est Élise Jeté qui se joint à nous en studio pour ce qu'on va surveiller aujourd'hui. Bonjour, Élise. Bonjour, Mathieu. Sur le plan de la politique fédérale, évidemment, ce sera le départ de la vie politique de Stephen Guilbeault qui va marquer l'attention. Sinon, Éric Duhem a choisi la circonscription où il va se présenter aux prochaines élections provinciales au Québec. Dans la circonscription de Bellechasse aux élections provinciales de l'automne prochain, le chef du Parti conservateur du Québec va en faire l'annonce aujourd'hui. Bellechasse, située sur la rive sud de Québec, dans la région de Chaudière-Appalaches. Aussi, ce qu'on surveille aujourd'hui, le Canada aurait conclu une entente pour exporter du gaz naturel liquéfié vers l'Allemagne. L'entente devrait être signée à l'ambassade du Canada à Berlin aujourd'hui. Et Montréal va probablement trembler encore une fois ce soir, puisque le Canadien de Montréal va disputer son match numéro 4 de la finale de l'Est au Centre Bell. L'équipe montréalaise va tenter de se reprendre après la défaite de lundi. Gros match important? Oui, les Hurricanes de la Caroline qui mènent la série 2-1. On pourrait dire que tous les matchs sont importants, mais celui-là particulièrement. Voilà, merci Élise, bonne journée. Voilà pour cette édition dans la Une. Merci d'être avec nous comme ça, de nous suivre le matin. Vos équipes du matin, justement, prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Kingston Falls, c'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, j'étais en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe puis à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ici-tout.tv Extra.